Dans cette nouvelle vidéo sur le simulateur de montagne russe No Limit 2, nous allons commencer à voir les bases du scripting et par la même occasion nous allons réaliser cette montgolfière et voir comment on peut faire pour justement la faire se déplacer dans le ciel. Pour pouvoir tester des scripts, j'ai réalisé donc un petit circuit de montagne russe extrêmement simple. Ensuite, j'ai créé dans 3ds Max cette montgolfière. Bon, c'est une montgolfière extrêmement simple, c'est seulement pour les tests. Alors, la première chose, la plus importante, c'est que vous voyez toutes ces parties de la montgolfière donc sont attachées ensemble. Et l'on donne ici un nom, et ce nom aura une extrême importance au moment où on va faire du script. Ensuite, pour ce qui concerne les textures, eh bien ici, vous voyez, j'ai deux numéros d'identification avec une première partie que j'ai appelée sphère et une deuxième partie que j'ai appelée bordure. Alors, la sphère, c'est cette zone et la bordure, c'est cette zone. Alors, si je vais, par exemple, dans Polygone et que je fais Select ID 1, et bien voilà donc la partie ici qui est sélectionnée, et la partie 2, ça sera cette partie qui se trouve ici. Pour la nacelle, j'ai mis une texture donc en bois que l'on retrouve donc ici. J'ai donc utilisé cette texture. Et pour simuler la corde ici, j'ai utilisé une autre texture. J'ai mis le pivot, donc, vous voyez, en bas de la nacelle. Ensuite, j'ai fait une capture d'écran pour le preview. Ensuite, je sauve au fichier 3ds Max et je fais un export au format 3ds qui se trouve ici. Ensuite, dans un répertoire, donc à l'intérieur de votre parc, vous devez créer donc un répertoire. Alors vous lui donnez le nom que vous voulez. Bon, je l'ai appelé ici sphère. Et on trouve donc à l'intérieur de ce pack les textures, le preview. Et ici, on a donc le système d'enseigne lumineuse qu'on a vu dans les vidéos précédentes avec les différentes petites textures ici qu'on va utiliser. Et tout en bas, on a ici le script qui va être attaché à la montgolfière. Ensuite, donc, dans l'éditeur NL2 SEO, on a le chemin donc du fichier, on a le modèle. Alors, on retrouve le modèle donc dans notre répertoire. Et ensuite, on a ici le preview que l'on retrouve dans les différentes textures qui se trouvent ici. La position, on laisse ceci par défaut. L'échelle, on peut changer l'échelle éventuellement. On n'a pas de rotation. Et ici, on a plusieurs matériaux que l'on doit créer. Alors ici, j'ai la nacelle. Donc, la nacelle a une texture qui se trouve ici. Donc c'est un 2D file. Cette texture se retrouve, donc c'est cette texture là pour la nacelle. Ensuite, on a une nouvelle matière que j'ai appelée corde. Ici, on a de nouveau le setup, c'est de nouveau une image 2D. Donc c'est l'image, cette image là. Donc ensuite, par exemple, si je fais remove
ici et remove là. Ensuite je fais add, je vais dans la partie donc nacelle, je choisis la texture nacelle, je peux faire OK, add la partie corde, la texture corde, OK. Et en ce qui concerne cette texture ici, on peut faire add, on met sur la bordure, Altapack. Alors on a déjà vu comment on crée les fichiers Altapack. Les fichiers Altapack se trouvent à cet endroit, dans le Light Pattern générateur. Ici je fais un load, par exemple celui-là, je fais un preview, et voilà par exemple le type d'enseigne lumineuse que je vais générer, que l'on retrouve ici. Alors maintenant je continue, je choisis donc ma montgolfière que je peux add objet dans la scène, et si je fais un file level editor et un play, donc voilà la montgolfière qui est ici. Maintenant il va falloir que l'on déplace la montgolfière. Alors pour cela il va falloir attacher un script à cette montgolfière avec les paramètres qui vont faire que l'on va obtenir un déplacement de la montgolfière. Je commence par créer un premier script que j'appelle Sphere Script avec l'éditeur contexte. Je me mets en mode ici, vous voyez, Java ou JavaScript, peu importe, car le langage ressemble à du Java. Ensuite, j'ouvre une première classe publique que j'appelle Sphere Script, qui est exactement le même nom que le fichier script extérieur, hein, le nom du fichier. Ceci est très important. C'est une extension du script. En premier, ici, vous avez deux importations de fichiers qui sont des fichiers propres donc au système qui est utilisé dans l'éditeur NoLimit. Ici, on a la bibliothèque mathématique. Ensuite, on retourne donc dans cet éditeur qui se trouve ici et on va dans la partie script et on rajoute le script que l'on vient de créer, qui est vide pour l'instant, en faisant ici script class et on utilise le nom Sphere Script Open. On peut faire OK et donc le script est maintenant attaché à la montgolfière. On sauve notre travail. Ensuite, à l'intérieur de la classe, on va rajouter deux variables du type privé. Une première variable qui s'appelle SceneObjetElément. Alors, cette variable privée aura le nom de underscore prop. Et puis, la variable privée SceneObjet s'appelle SCO. On retrouve ici une première méthode qui est une méthode publique et une méthode donc de type booléenne qui est une méthode d'initialisation. Donc entre ces accolades, on va donc créer une initialisation donc de notre script. On va pouvoir donc rajouter à l'intérieur de cette méthode retourne vrai, ZRU. Par contre, cette méthode ici n'a pas de retour. Elle ne retourne aucune valeur. Mais elle s'exécute au framerate du jeu. C'est la variable floating ftick qui définit donc le framerate de votre séquence de jeu. On peut donc sauver toutes ces modifications, donc vous faites enregistrer. Ensuite, vous allez dans le jeu, vous ouvrez votre fenêtre de message qui se trouve donc dans la partie éditeur. Alors vous allez dans l'éditeur et si votre fenêtre n'est pas ouverte, vous allez ici
vous faites show message. Ensuite, vous pouvez faire un clear et retourner dans l'autre partie, faire un play. Et là, pour l'instant, il ne se passe rien. Il n'y a pas de message d'erreur en plus. Et ceci est important. Alors moi, je vous conseille de systématiquement faire des petits tests. Autrement, ceci va compliquer votre façon de programmer si vous ne faites pas des tests très souvent. Ensuite, avec ce test de conditions ici, on va tester si on est bien en mode play et non en mode éditeur. Si on est en mode play, eh bien le script va se dérouler correctement, et si par exemple on lançait ce script en mode éditeur, eh bien on aurait ce message d'erreur qui apparaîtrait et on aurait justement retourne faux. Si vous allez jeter un coup d'œil dans le scripting API Index, dans la partie langage, eh bien là vous allez voir que l'on utilise donc ce système interne de data type, donc les booléens, les bytes, les shorts sur 16 bits, les integers, les longs, et puis aussi les floating points, les chaînes de caractères, les doubles floating points, et donc les références, donc nulles. Et ensuite ici on a donc les identificateurs. Alors ici vous voyez on peut mettre des underscore nice, donc ça, tout ça c'est correct. Ça c'est pas correct cette partie là. Et là on a les mots des mots qui sont donc verrouillés pour le langage de programmation qui se trouve ici. Donc là on a la première condition qu'on vient d'utiliser, if, else, état. Donc cette ligne de code que l'on retrouve donc à cet endroit. Donc on teste ici si on est bien dans le simulateur. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette variable sim est une variable réservée donc à la programmation. On ne peut pas l'utiliser nous-mêmes pour autre chose que pour tester. En somme, on sait avec cette variable si on est dans le simulateur ou bien si on est dans l'éditeur. Maintenant, avec cette ligne de code, on va chercher dans la scène si on a bien l'objet, donc l'objet sphère 1. C'est l'objet, donc la montgolfière, que l'on doit savoir si la montgolfière se trouve bien dans la scène ou n'est pas dans la scène. Ce qu'il faut savoir, et ceci est extrêmement important, au moment de la création d'un objet dans une scène, il obtient automatiquement un numéro d'identification. Donc ce getParent entity ID nous permet de retrouver ce numéro d'identification. Et aussi le getSceneObjet donc nous permet d'aller chercher dans la scène l'objet donc qui va être dans notre cas la sphère 1. Maintenant avec cette ligne de code on va tester si un élément de l'objet qui se trouve donc ici s'appelle bien sphère. Si c'est le cas, il n'y aura pas de message d'erreur. Et si par exemple ce n'est pas le cas, eh bien ici on aura de nouveau ce message d'erreur qui va apparaître ici. L'élément requis n'est pas trouvé. Alors effectuons un test. Et là, vous voyez, on obtient bien un message d'erreur. L'élément requis n'est pas trouvé. Alors, souvenez-vous, lorsque j'ai créé la montgolfière, j'ai donné le nom ici de sphère 1. Donc, ici, je dois mettre sphère 1. Je fais fichier, enregistrer, je fais un test. Et là, j'ai plus de message d'erreur, mais par contre, j'ai encore une attention ici qui est due au fait que l'on importe la librairie mathématique 3D, mais on ne l'utilise pas encore pour l'instant. Donc, pour éviter ce message d'erreur, je peux mettre à cet endroit, en commentaire, cette partie en mettant, voyez, 2 barres inclinées. Avec cette nouvelle ligne de code, je crée ici un nouveau vecteur 3f, donc floating point, qui s'appelle position. Je mets à l'intérieur de ce vecteur 3f
pour x, y et z la valeur 0 en disant new vector 3f et rien à l'intérieur des parenthèses symbolise le fait que tout est à 0. Ensuite ici je cherche la valeur qui se trouve justement à l'intérieur de la position de notre objet. Et j'imprime cette valeur ici avec cette ligne de code. Si j'effectue un test, eh bien vous voyez, j'ai un message d'erreur. Le message d'erreur ici est simplement le fait que la librairie mathématique 3D n'est pas active. Donc il va falloir que j'active cette librairie. Alors je l'ai fait exprès pour vous prouver l'importance de cette librairie ici. Et maintenant j'ai la position actuelle en X 4.6, en Y 2.0 et en Z moins 3.2. Ceci correspond à la position actuelle de la montgolfière à cet endroit. Alors si je déplace la position, alors j'effectue un nouveau test et cette fois-ci vous voyez que la position est 10, 2 et moins 10. Si maintenant on revient dans la classe scène-objet, eh bien on voit ici que le getTranslation que l'on vient donc d'utiliser se trouve bien ici. Et donc ceci nous permet de retrouver les coordonnées de l'objet. On va pouvoir faire la même chose avec le setRotation, donc la rotation de l'objet. Donc avec cette rotation, on va positionner l'objet en rotation avec les valeurs qui se trouvent à l'intérieur de ces parenthèses. Par contre, si on faisait un get rotation, eh bien on irait rechercher la rotation actuelle donc de notre objet. Je viens donc de rajouter des lignes de code pour la rotation, get rotation, et j'imprime ici le résultat. Alors je sauve le programme, ensuite je teste, et là je constate que la position est donnée ici et la rotation, eh bien il n'y a aucune rotation sur les trois angles de rotation. Alors modifions ceci en allant dans l'éditeur et en modifiant par exemple ici vous voyez la position. Donc on va faire tourner par exemple comme ceci et on refait un test. Et vous voyez ici on a donc une rotation de 0,69 donc sur l'axe des X, Y, sur l'axe des Y. Maintenant, on va arriver dans la partie intéressante. Cette partie-là va nous permettre justement d'animer notre montgolfière. Alors, on va la faire monter donc suivant l'axe des Y. Alors, je définis ici une condition. Si la valeur de y est plus petit ou égal à 5, donc en floating point, ce qui représente en réalité 5 mètres, eh bien je vais incrémenter la variable underscore y avec le temps du framerate, donc du GE, et je vais définir un nouveau vecteur 3f position 1, new vector 3f, et je change, vous voyez, la valeur y de ce nouveau vecteur. Ensuite, eh bien, je crée une translation avec la valeur de la position 1 qui est calculée au préalable. Alors, on fait fichier enregistré et ensuite on peut faire un test. Alors, je fais clear et je fais un test. Et là, je constate donc que ma montgolfière est bien animée et monte donc d'une hauteur de 5 mètres. Et ensuite, elle s'arrête. Je peux rajouter donc cette ligne de code ici qui me permet justement d'imprimer donc la valeur de y
dans la fenêtre de message et de voir comment elle évolue. Fichier enregistré et je relance. Donc voilà, on constate qu'on s'arrête bien à la valeur de 5. Donc ici vous avez l'incrémentation qui se fait de 0 jusqu'à 5. Donc ce système ici nous permet de débugger le programme. Si par exemple je veux diminuer la vitesse de montée de la montgolfière, eh bien je vais diviser ici par 5 la valeur du FTIC. Et là on voit que la montgolfière monte tranquillement. Donc cette variable FTIC est une variable de temps qui est générée donc par le système informatique. Et pour donner une animation un peu différente à ma montgolfière, j'ai créé ici un système qui me permet de me déplacer le long d'un cercle en agissant donc avec un angle qui donc est recalculé ici, vous voyez, avec une fonction mathématique, donc avec 2 fois le nombre pi. Ici, j'ai cherché donc la valeur du cosinus de l'angle et la valeur du sinus de l'angle que j'ai appliqué ici sur donc le vecteur position 1, donc floating x angle, donc double x angle c'est la fonction mathématique cosinusoïdale, et là on a la fonction mathématique sinusoïdale, ce qui fait qu'on va se déplacer le long d'un cercle. Et maintenant, en agissant ici sur ces différentes valeurs, eh bien, on peut modifier donc la grandeur du cercle, on peut même la rendre ellipsoïdale. Et maintenant, pour conclure cette vidéo, j'ai fait ici un petit artifice, c'est-à-dire que j'ai été rechercher la vitesse du vent grâce à cette fonction simGetCourbe wind speed. J'ai mis ça dans une valeur floating point que j'ai rajouté ici sur la position donc Z de la translation, ce qui va me permettre donc de faire bouger la montgolfière suivant l'axe DZ. Alors effectuons un test. J'agis ici, vous voyez, sur la vitesse et regardez comment se comporte la montgolfière. Vous voyez ici que les valeurs varient. Et que ma montgolfière se déplace dans l'espace. Donc voilà, ceci sera la fin de cette vidéo sur le scripting.